on se retrouve dans un nouvel épisode dans la tête de, dans lequel j'ai invité Malika sur mon canapé, que j'ai connue, je sais pas si je t'ai vue d'ailleurs sur YouTube d'abord ou sur Insta. Je sais même plus exactement comment je suis tombée sur ton contenu, mais en gros, elle parle notamment d'automutilation, si j'ai bien compris, en anglais la plupart du temps. Ça m'a paru intéressant en fait de l'inviter pour qu'elle me parle d'elle, voilà, comme d'habitude, et que tu m'expliques un peu pourquoi tu fais le contenu que tu as fait. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux gens qui te connaissent pas? Alors moi c'est Malika, j'ai 22 ans, j'habite en Suisse, je suis étudiante en travail social et ça fait 5 ans maintenant que je suis sur Instagram et 4 ans sur YouTube, quelque chose comme ça, où je crée du contenu principalement autour de l'automutilation. Parce que suite à ma propre expérience d'automutilation, j'ai remarqué qu'en fait il y avait vraiment quasiment aucun contenu qui était spécifiquement là-dessus, que c'était toujours un peu genre une personne fait une vidéo là-dessus, ou etc. Puis qu'il y avait énormément de choses qui existaient pour d'autres choses, que ce soit les troubles alimentaires, que ce soit les addictions aux substances, que ce soit la dépression, etc. Où ces ressources-là n'existaient pas du tout pour l'automutilation en fait. Et où du coup j'essaye de créer ça comme je peux, pouvoir donner de l'information, donner mon histoire, donner l'histoire des autres. J'ai vu que ton contenu il était majoritairement en anglais. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que je pense que c'est peut-être plus facile de faire du contenu qui est quand même assez perso et tout en anglais plutôt qu'en français. Puis je pense que ça a un côté peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus international, etc. où moi ça m'expose moins aussi dans ma vie de tous les jours. C'est vrai, moi je me suis jamais fait reconnaître dans la rue, etc. Et du coup, cette vidéo a un petit côté aussi coming out parce que j'ai fait pas mal de contenu en anglais ou même je raconte mon histoire assez perso et tout, mais pas en français. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être assez étonnés de me voir dans cette vidéo et puis de m'entendre parler de ça en français. Donc, hello. Il y a plein de gens de ma famille qui savent pas, il y a beaucoup d'amis qui savent pas du tout, etc. Mais ça va aussi dans la continuité de ce que je veux faire, pouvoir investir un peu plus, en guillemets, la scène francophone et la suisse. Francophonie. La francophonie, non mais vraiment, parce que il y a des choses le peu qui existe, il existe en anglais. Pour l'automutilation, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les thérapies, etc. On va faire une vidéo sur sa chaîne dans laquelle on va plutôt parler de mon expérience, dont je parlerai aussi sur ma chaîne d'une autre manière, je pense. Mais du coup, il y aura un lien dans la description pour aller voir du coup sa chaîne et la vidéo qu'on va faire là-bas. Entre nous. Ouais. Mais dans cette vidéo aussi, j'aimerais que tu nous parles de toi. Comment ça a commencé tout ça chez toi? Chez moi, ça a commencé à 14 ans. On me demande souvent pourquoi est-ce que j'ai commencé, mais j'arrive jamais à donner genre une chose qui fait que ça a commencé. Genre je sais pas, j'étais violée et puis du coup c'était horrible et puis voilà. Il y avait un peu plein de petits trucs où du coup c'était une période hyper compliquée et puis où j'avais besoin d'un truc qui me soulageait en fait. Puis j'ai trouvé ça. Mais en gros, t'as pas un facteur en particulier qui a déclenché? Non, je pense qu'il y a un peu 3 trucs mélangés ensemble. C'est déjà l'adolescence, c'est quand même pas une période facile de manière générale. Tout d'un coup, tu découvres plein de trucs, t'as plein de nouvelles choses qui arrivent et tu sais pas forcément comment les gérer. Il y avait, je pense, un deuxième truc qui était le côté social, un peu harcèlement scolaire, où c'était pas vraiment Enfin, j'ai toujours de la peine à dire que c'était du harcèlement scolaire parce que j'avais quand même des amis et puis je me suis jamais fait taper ou je sais pas quoi, c'est toujours quelque chose d'un petit peu c'est pas comme tu peux le voir dans les films ou comme ça, tu sais, le côté harcèlement, du coup t'as personne, on te frappe et puis on t'insulte toute la journée, c'était quelque chose de ce qui d'ailleurs n'est souvent pas forcément le cas. C'est ça, c'était quelque chose de beaucoup plus entre guillemets doux et puis un peu pernicieux comme ça, genre passif-agressif. Ouais, un peu. Donc du coup je l'identifiais pas du tout à l'époque comme du harcèlement, mais je pense qu'il y avait ça. Et puis le troisième truc que moi je mets dedans, c'est qu'il y avait clairement de la dépression, je pense, qui commençait à s'installer et que j'essayais de gérer comme je pouvais. À partir de tes 14 ans, c'est devenu un truc régulier ou c'est... Ouais, c'est assez rapidement devenu un truc régulier, ouais. Ah, qu'est-ce que ça t'apportait concrètement? Parce que souvent les gens ils ont l'impression que tu fais... Enfin, tu sais que genre les personnes qui se mutilent, c'est de la victimisation ou de l'attention. Juste chercher de l'attention ou quoi. Ouais. Et juste petite parenthèse, évidemment que les gens recherchent de l'aide et du coup à capter l'attention, il n'y a rien de mal à chercher de l'attention comme ça. Non. Alors si on peut le faire d'un moyen un peu plus constructif, c'est toujours mieux, mais après faut pas partir du principe que parce qu'une personne cherche de l'attention, puis ça n'est que la personne elle-même qui peut savoir, les autres peuvent pas savoir, ça veut pas dire qu'il faut pas lui donner d'aide. Je veux dire, si t'es désespéré à ce point-là d'avoir de l'attention, c'est qu'il te faut de l'aide. En soi, la raison principale, elle est de chercher à être entendue dans son mal-être. C'est ça, exactement. Donc du coup,
toi, tu ressentais une forme de soulagement ou... Ouais, alors un gros soulagement. Je pense que ça me permettait. J'ai toujours été quelqu'un qui pense beaucoup, qui a les pensées qui vont à 10 000 à l'heure et tout. Et c'était un moment où je pouvais ne plus penser. Je pouvais juste être là. Ça me faisait un peu une espèce de pleine conscience, quoi. De se dire tout d'un coup, t'es là, c'est bon. Tu te prends plus la tête pour 15 000 trucs. Tu peux gérer tes émotions de cette manière-là. Et tu peux gérer tes pensées aussi de cette manière-là, et puis tout d'un coup, t'as tout qui se pose, t'as tout qui redescend, quoi. Puis... En tout cas, ça te donne une impression oui. de calme, etc. Alors c'est toujours compliqué parce que ça part vite, et puis que c'est pas une manière constructive de le faire, parce que tu dois le faire après de plus en plus, et puis parce que c'est pas constructif. Et puis qu'au final, comme n'importe quelle addiction, puisqu'on va en parler, c'est une forme d'addiction aussi. Sur le moment, ça peut peut-être faire cet effet justement de ah ok, c'est bon, je gère mon truc, je gère ma douleur, je suis en pleine conscience de ce qui se passe. Sauf que sur le long terme, ça empire ta situation. Exactement, puisque ça te fait du mal, puisqu'il y a plein de répercussions après, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et le chat bouffe l'aloe. Non! Qu'est-ce qu'il a avec cette aloe? Toi, du coup, c'est dès le départ que t'es rentrée dans une spirale comme ça de besoin de... Ouais, je pense que ça s'est fait assez vite. Je pense que c'était plus fort à la fin qu'au début, donc ça s'est quand même en guillemets empiré, mais je pense que ça arrivait assez vite, franchement. Assez vite, tout d'un coup, c'était des pulsions, comme tu dis, quoi. On n'a pas de mal à se rendre compte que, par exemple, commencer à boire de l'alcool ou à fumer des clopes, ça peut entraîner une addiction assez rapide, surtout quand t'es très jeune. Et que dès qu'il s'agit de ce type de comportement, on a du mal à s'imaginer que ça fait le même processus. On prend beaucoup le côté substance, etc. Et puis je pense que il y a un côté où les professionnels doivent se mettre à jour aussi, où beaucoup de professionnels voient l'addiction vraiment comme quelque chose à une substance, et où on en discutait avant, la seule addiction qui est vue au niveau comportemental qui est prise en compte, entre guillemets, vraiment en tant que telle, en tant qu'addiction, c'est l'addiction au jeu, c'est le casino, les jeux d'argent, ouais, jeux d'argent, jeux de hasard, etc. Et c'est vraiment un peu la seule chose qui est écoutée et qui est prise en compte. Puis je pense que les professionnels ont un rôle à jouer là-dedans, à se dire que l'addiction c'est plus large que juste les substances, et puis c'est plus large que juste l'héroïne, quoi. Mais je pense que le point central à comprendre, c'est que ça peut vraiment avoir un caractère très addictif, hein, et que des choses qui nous semblent couler de source pour une personne quand on pense par exemple à une personne qui consomme de l'alcool ou qui consomme de l'héroïne, de la cocaïne, etc., le fait que la personne ne va pas réussir à arrêter toute seule, que la personne elle a besoin d'aide professionnelle, que la personne elle fait souvent pas exprès, qu'il y a des pulsions, des choses très fortes qui peuvent se passer, etc. Et je pense que si on arrive à voir ça sous le prisme de l'addiction, moi en tout cas c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres personnes pour qui ça leur parle pas de dire que l'automutilation c'est une addiction. Pour moi c'est, en tout cas dans mon histoire à moi, par rapport à moi, ça l'était clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver là-dedans. En m'éduquant sur le sujet, c'est que c'est une manière de rendre palpable une douleur qu'on n'arrive pas à exprimer. Et j'en ai fait aussi l'expérience du coup en me rendant compte à quel point quelque chose d'aussi indescriptible que la douleur psychique pouvait être exprimé entre guillemets à travers la douleur physique. Et quand on parle d'automutilation, on parle pas forcément seulement de prendre une lame de rasoir et de se couper, mais il y a plein de manières en fait de s'auto-faire du mal. Ça peut passer, comme on le disait, par des pincements, s'arracher les cheveux, se mordre, se taper la tête, se casser, se brûler. Je pense qu'il est important à comprendre pour les gens autour, c'est que souvent les raisons elles peuvent se combiner puis elles peuvent changer assez rapidement. Un jour ça peut être un truc, puis le jour d'après ça peut être complètement autre chose. Puis que souvent, si tu vas demander à une personne d'expliquer pourquoi elle fait ça ou pourquoi elle a fait ça, peut-être qu'elle n'arrivera pas du tout à t'expliquer. Moi je sais que pendant très longtemps j'ai eu beaucoup de peine à expliquer pourquoi est-ce que je faisais ça et qu'est-ce que je recherchais. Et c'était du coup hyper compliqué à comprendre pour certains de mes proches, pour mes parents, etc. Où ils disaient, tu fais quoi, enfin, parce que ce qu'ils disaient c'est que, et je trouve que c'est hyper intéressant, je pense que ça peut expliquer pourquoi est-ce que c'est une situation qui est aussi difficile à comprendre pour d'autres. Mais ce que mes parents disaient, c'est qu'on a tous déjà bu un peu trop d'alcool, puis on était complète, puis on a trouvé ça agréable. Et du coup, on peut comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un deviendrait en gros alcoolique. Parce que voilà, c'est ça qu'il a cherché. Ah oui, j'ai déjà eu cette expérience-là positive. Du coup, je veux réitérer le plaisir. Voilà. Mais par contre, je veux dire, tout le monde s'est déjà fait de mal.
et c'était pas agréable. Donc pourquoi est-ce que toi tu vas chercher quoi? C'est pas une expérience à laquelle tu peux du coup te rattacher toi parce que genre j'ai adoré me cogner et du coup je recommence et je deviens voilà, c'est ça. Ah ouais, non, je comprends. Ouais. Enfin, voilà. Mais il y a une forme de plaisir en fait. Bah, je pense que ouais, clairement. Indirect. C'est clair. Il y a en tout cas un gain, sinon on le referait pas. Hein. Les trucs dans lesquels il y a un gain qui est, à nouveau, c'est du cas par cas et situation par situation, mais à nouveau, je parle que en mon nom. Moi, le gain que je trouvais, c'était la satisfaction de me punir. On disait, parce qu'on a donné l'exemple d'extérioriser la douleur, mais aussi ce côté d'avoir tellement de culpabilité en soi, de vouloir se punir. C'est un peu comme si t'avais un duel entre toi, et puis que tu voulais gagner contre toi, et puis il y a une partie de toi qui gagne et l'autre qui perd, mais enfin c'est absurde parce que dans tous les cas tu te fais quand même du mal, quoi. Ouais, c'est clair. Mais il y a une forme de satisfaction aussi, même il me semble hormonale, oui, un peu comme avec les tatouages, non Ouais, bah dans le sens que donc, dans ton corps, quand t'as mal, mais comme tu disais, que ça peut être des tatouages, ça peut être quand t'accouches, ça peut être quand tu te cognes le doigt de pied, quoi que ce soit, ton corps il provoque des endorphines. Moi ça m'avait beaucoup étonnée, en fait ça me paraissait logique après coup, où des gens expliquaient que genre, physiquement, même si sur le moment ils avaient mal, après coup ils se sentaient détendus entre guillemets. C'est clair. Et il y a un côté aussi, c'est peut-être un peu gore, mais à nouveau ça me concerne, mais moi il y avait une satisfaction aussi de me... Enfin c'est trop bizarre, ok, genre pas de jugement là-dessus, mais c'est vraiment très intime, mais moi j'avais une satisfaction à voir mon sang couler et à me dire... un côté un peu purgatoire comme ça. Ouais, il y avait un côté... je voyais que j'étais en vie pour de vrai et que j'avais du sang rouge vivant qui sortait de moi, et je sais pas, c'est trop bête, mais quand t'as de la dépression, tu fais de la déréalisation et tout, des fois t'as comme besoin de te rendre compte que t'es vraiment en vie, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre, et moi je sais que j'ai eu un peu cette sensation d'avoir besoin de me voir comme ça et de dire j'ai vraiment des veines qui envoient du sang là. Il veut vivre mon corps, enfin c'est trop bizarre, mais c'est... Je sais pas si ça te parle, mais oui, moi, clairement, ça me fait... c'est clair, mais t'es toujours un peu dans des paradoxes, je trouve. T'es entre je veux me faire du bien, mais alors je me fais du mal, je veux aller bien, mais du coup je me fais souffrir, je veux quand même, entre guillemets, mourir, même si c'est pas... Ça, c'est une autre chose que souvent les gens pensent, c'est que c'est toujours des tentatives de suicide, mais c'est vraiment deux choses très distinctes, et souvent c'est plutôt une manière de continuer à vivre que de se tuer. Mais ça arrive quand même assez souvent que les gens pensent ça. Mais donc je veux survivre, mais du coup je me tue quand même un petit peu, à petit feu, etc. Puis je trouve que t'es toujours un peu dans des paradoxes comme ça. Ouais, c'est ça qui est particulier, c'est comme si pour accéder à quelque chose, il faut qu'on fasse son inverse. Ouais, exactement. Pour avoir la sensation d'y accéder, mais on continue dans cette spirale infernale, quoi, et au final on se met en danger. Parce que comme tu l'as dit, c'est très juste, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se dire oui, mais alors du coup si tu le fais c'est que tu veux mourir. Non, de la même manière que quand t'es addict à une substance qui te tue la santé, le cerveau, de la même manière que quand t'as des troubles du comportement alimentaire, t'essaies pas de mourir à proprement parler sur le moment, non, même si ça peut témoigner d'une volonté profonde en soi de mourir. Comme tu l'as dit, c'est important de dire qu'il y a des mécanismes de survie qui en même temps nous détruisent, mais ça reste une forme de survie, c'est ça qui est étrange. C'est ça, ouais. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, hein. J'insiste sur le fait qu'il faut pas... On dit pas qu'il faut le faire pour survivre, mais que les gens qui le font, souvent ils sont dans cette dynamique de... Justement, vu que j'ai pas envie de mourir, en tout cas pas maintenant, il faut quand même que je fasse quelque chose pour me dire allez, on continue. Je pense que peu importe à qui t'en parles, au final ce qui est vraiment important c'est d'en parler pour pouvoir à la fin avoir un suivi soit avec une psychologue ou avec un psychiatre. Je pense que c'est vraiment important, ou même un médecin de famille, peut-être que ça peut suffire, mais je pense qu'il est vraiment important c'est au final de pouvoir viser un suivi avec un professionnel de la santé mentale, ça c'est clair. C'est sérieux en fait, genre faut pas minimiser, faut pas commencer à se dire oh non mais mes coupures elles sont plus petites que celles d'un autre, et puis moi je l'ai fait qu'une fois, puis l'autre il le fait 10 fois. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on arrive vraiment super vite je trouve, surtout quand tu te rencontres ou tu as un lien avec une autre personne qui est aussi concernée, tu te retrouves hyper vite je trouve dans des dynamiques de comparaison et puis un peu de compétition, mais sans le savoir, hein, quelque chose d'un peu enfoui comme ça. Mais comme par exemple, on sait souvent que ça arrive avec les troubles alimentaires, que souvent t'as ces groupes pro-ANA, etc., dont on a déjà souvent entendu parler, où le but c'est de une espèce de compétition de qui est le plus malade et de qui descend le plus bas dans le poids, qui mange le moins de calories ou des trucs du genre. Mais je trouve, moi je l'ai vu vraiment et je l'ai vécu aussi par rapport à l'automutilation.
Tellement qu'en fait, moi je lui ai donné un nom et puis j'ai un peu, entre énorme guillemets, inventé le concept de. Parce que je l'avais jamais vu avant, j'ai pas de traduction en français. Si quelqu'un a une traduction en français, c'est volontiers. Mais en anglais, moi je l'appelle le baby cut syndrome. Parce que souvent. J'ai lu sur Insta. Ouais. Parce que souvent, en anglais en tout cas, c'est quelque chose qui se dit pas mal. Tu vois, just baby cut, c'est juste des petites coupures, c'est pas grave, etc. En gros, on a une sorte de mécanisme de se dire ah non, mes coupures elles sont pas. Voilà. C'est pas des vraies coupures et donc. Ouais. Et de se comparer sur plein de trucs mais débiles quoi. Alors est-ce que les miennes elles sont plus profondes mais les siennes sont plus longues, laquelle est plus grave et au final je pense que c'est une volonté de se prouver à soi-même qu'on est assez malade, je sais pas, je pense qu'il y a une grosse partie c'est aussi juste l'addiction qui parle et le fait que l'addiction, tout ce qu'elle va vouloir faire c'est que ça aille plus loin et que ce soit de pire en pire, etc. Et ce côté-là te fait beaucoup te comparer aux autres. Je suis pas psychologue, ok, Moi non plus. C'est de la psychologie de comptoir, on s'en fout, mais on parle en tant que personne concernée. Voilà. À mon avis, il y a la dimension addictive qui fait que tu veux toujours plus. Il y a le fait qu'on vit dans une société qui minimise énormément les problèmes psy et les souffrances psychiques et du coup c'est comme si on était obligé d'aller dans un extrême pour qu'on nous prenne enfin au sérieux. Et moi je l'ai vécu avec tout ce que j'ai pu faire de malsain pour moi, j'ai toujours eu besoin d'aller jusqu'au fin fond du mal-être pour avoir enfin la sensation d'être légitime à demander de l'aide. Mais ça c'est un problème social. Et il y a aussi un autre truc, moi je pense, c'est que souvent on est dans une situation de désespoir qui est si grande qu'on a l'impression que la seule chose qu'on sait faire de bien entre guillemets c'est de se faire du mal. Et donc c'est un peu de se dire au moins si je me fais du mal, je veux le faire le mieux possible, le plus possible. Et un peu comme ce truc de bon je suis une merde, enfin même si c'est pas le cas mais on a l'impression qu'on a une merde partout, et je veux au moins réussir à me faire correctement entre guillemets du mal. Et donc il y a ce genre de trucs après qui viennent et qui sont super malsains et je le répète, c'est pas parce que ces choses là et ces mécanismes là sont bel et bien réels et existants qu'on dit que c'est nécessaire et que c'est ça qu'il faut faire. C'est juste des constats par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, les gens qui sont autour de nous. Et si c'est comme ça, c'est bien pour une raison en fait. C'est bien qu'il y a quelque chose qui explique pourquoi on agit comme ça. Et pour pouvoir te comprendre toi, il faut que tu aies de l'aide de quelqu'un d'extérieur, formé, qui sait pourquoi dans d'autres sphères de ta vie, t'en es arrivé là à un moment donné. Mais c'est à prendre au sérieux, que t'aies des baby cuts ou pas, on s'en fout. On s'en fout complètement. Que tu l'aies fait 1 ou 1000 fois, ce qui compte c'est que tu l'aies fait et qu'à un moment donné, t'as trouvé cette méthode pour le faire et que c'est super dangereux et que c'est super malsain et que ça va pas régler ton problème et que du coup il faut trouver une solution saine. Voilà. Et ce qui est super intéressant aussi, je trouve, c'est que si tu te compares à une personne, tu te dis ah mon dieu, elle vraiment elle a des cicatrices de malade, moi à côté franchement c'est de la gnognotte ce que je fais et tout, et ben 99% du temps je pense que ce que tu peux dire c'est que cette personne elle se compare mais à une autre personne et elle se retrouve exactement dans la même situation qu'une autre où elle se trouve aussi nulle et puis elle trouve aussi qu'au final elle a pas besoin d'aide et puis qu'au final en fait tout le monde se sent comme ça. Pour les proches de personnes qui souffrent et qui trouvent cet exutoire pour se soulager entre guillemets, tu conseillerais quoi justement s'il y a une personne qui dit bonjour mon fils, ma fille, ma soeur, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que le plus important c'est d'être mais comme pour plein de trucs, franchement en fait au final c'est un peu des conseils de base mais je pense qu'ils sont toujours utiles à redire, c'est d'être présent, d'être non jugeant et d'aider la personne à avoir de l'aide. Que ce soit l'amener chez son médecin, que ce soit l'amener chez un thérapeute, que ce soit, ça peut être plein de choses, que ce soit avertir les parents. Ça c'est quand même un thème qui est hyper difficile, mais souvent ça arrive que, je sais pas, par exemple toi t'es, je sais pas, 15-14 ans comme moi j'avais, et souvent c'est les pères qui sauront, c'est les amis, etc. Puis les parents ils savent pas, moi mes parents ils ont pas su pendant plus d'une année. C'est hyper dur, hein. Mais le rôle dans certaines situations, ça peut aussi être d'aller en gros guillemets cafeter, parce que c'est l'impression que tu vas avoir à ce moment-là, mais c'est d'aller avertir des gens qui ont les capacités de faire quelque chose. Et c'est super dur. Moi, je crois que ça m'est jamais arrivé de devoir le faire moi. Et je pense qu'à l'époque, si ça m'était arrivé, j'aurais été hyper fâchée contre la personne, mais au final, avec le temps, j'aurais pu voir que la personne, elle avait mes intérêts en tête et que
Bon, après, ça dépend quel ça. type de parent t'as. Hein. Alors c'est ça, ça dépend toujours des situations. Si c'est des parents méga abusifs, Violents et tout, c'est peut-être mieux. alors va dire à quelqu'un d'autre, tu vas dire au prof de classe, tu vas Il y dire a des conseillers d'orientation, il y a des conseillers d'orientation. il y a des centres médico-psychologiques en France, non, c'est comme ça que ça s'appelle, CMP. Aucune idée. Ouais, Il y a oui, je crois que il y a c'est des ça, ouais. centres spécialisés, il y a des assos, il faut regarder. En fait, il faut se renseigner auprès de ta ville, qu'est-ce qui est à ta disposition en C'est ça. regardant justement, peut-être même juste rien qu'un coup de fil à l'hôpital pour commencer et Oui. dire bonjour, voilà, Ouais, je suis ton dans telle médecin situation, ton médecin, Tu peux passer par ton médecin traitant, c'est ou une bonne juste un idée, adulte de confiance en fait, Ouais. qui t'inspire, quelqu'un d'une maison de quartier, ta bibliothécaire, on s'en fout, mais en fait, il y a des. En fait, c'est un Il faut qu'il y ait sujet. quelqu'un. C'est Ouais, c'est un sujet qu'on peut pas résoudre forcément sans l'aide d'un tiers. Mm. Et ce sera toujours mieux en fait de pouvoir avoir accès à cette aide-là parce que tu risques de prendre plus de temps et de souffrir encore plus si tu t'empêches de prendre cette alternative. Et les travailleurs sociaux, Les travailleurs sociaux, c'est là aussi. évidemment. Évidemment, je pense qu'au final, il faut, pour la plupart des gens, il faut que la finalité ce soit un psychiatre, un psychologue, quelqu'un qui est vraiment formé en santé mentale. Mais pour en arriver là, On tu peut passer avoir- par plein de tu canaux. peux passer par plein de gens, même s'il n'a pas toutes les informations. Et ça peut souvent aussi arriver avec des psychologues. Hein, ça c'est que mon petit coup de gueule du moment. Mais énormément de psychologues n'ont jamais eu aucune formation sur l'automutilation parce que la formation sur l'automutilation, à ma connaissance, j'espère me tromper, dites-moi si je me trompe, mais je ne crois pas me tromper, en tout cas en Suisse et en France, n'existe pas. Il n'y en a pas. Ce sera vaguement mentionné, mais même dans les cours de psycho, etc., c'est très très rare que ce soit mentionné. Moi, dans mon parcours de travailleuse sociale, dans ma formation, ça a été mentionné une fois, mais en 2 secondes, et puis c'était mentionné d'une façon que moi je trouvais pas très adéquate. Donc même dans le semestre entier que j'ai fait sur l'addiction, ça n'a pas été mentionné C'était du tout. minimisé en fait. C'était pas mentionné du tout. Donc ça c'est aussi un autre problème nouveau plus systémique, c'est que c'est un... Moi je dis que c'est un trouble en tant que tel, ça c'est encore un autre débat, mais pour moi l'automutilation devrait être un trouble en tant que tel, qui est hyper mal connu et souvent même certains professionnels sauront pas tellement quoi faire ou alors auront des propos déplacés. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Bien sûr. Et si c'est le cas, et que c'est possible, parce que je sais que c'est pas forcément hyper facile de le faire comme ça, mais tu peux aussi changer de professionnel. Tu peux aller ailleurs, tu peux lui dire que t'es pas confortable, t'es pas obligé de rester avec quelqu'un qui te convient pas. Tout ce qui compte, c'est qu'à la fin, tu sens que ça te fait avancer et que ça te permet de te sentir plus confortable avec toi-même. Parce que si tu cherches de l'aide auprès de quelqu'un qui te fait sentir encore plus mal et qui te donne encore plus envie de le faire, c'est que c'est pas une personne ressource et que c'est pas un bon moyen C'est ça. de s'aider, quoi. C'est ça. Donc voilà. Si c'est une thématique qui te touche, vraiment je t'invite à aller de près ou de loin, hein, si t'es proche ou pas d'une personne qui le fait ou si toi-même t'es concerné par ça, vraiment va voir ce qu'elle fait comme contenu et je pense que ça peut vraiment être éclairant et boostant pour juste avancer dans le processus de guérison en soi. Et puis moi je me mets vraiment à disposition, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, etc. Si tu as des questions, si tu es une personne concernée, puis que tu as besoin de savoir où te rediriger, ou que tu as juste besoin de discuter, moi je suis là. Si tu es un proche, un parent, si tu es un prof, si tu es qui que tu sois. J'essaie de me mettre à disposition, puis de mettre à disposition mon parcours et puis ce que j'ai appris d'ici là, parce que ça m'a permis, surtout YouTube, de faire énormément de recherches sur le sujet, etc. Si du coup tu veux commenter, évidemment toujours dans la bienveillance et le respect, tu peux partager ton témoignage, tes avis, tes opinions sur ce qu'on a dit, compléter. C'est ça. Voilà, libre à tout le monde de commenter à partir du moment où c'est fait d'une façon positive et saine. Et voilà, du coup je te laisserai voir la vidéo qu'on a fait sur sa chaîne et puis à bientôt peut-être. À bientôt. Bisous.